Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Aujourd'hui, je reçois Catherine Vaudaine, une DRH passionnée et engagée qui pilote les ressources humaines chez Mail in Black depuis plus de 11 ans. Mail in Black, c'est cette PME marseillaise spécialisée en cybersécurité, mais aussi, et on va en parler, un modèle en matière de diversité et d'inclusion. Donc, sous la direction de Catherine, l'entreprise a été labellisée Great Place to Work et figure au palmarès des Best Workplaces for Women. On va aussi en parler. Catherine, c'est aussi une femme de terrain qui accompagne la croissance fulgurante de Mail in Black, passée de 20 collaborateurs à aujourd'hui plus de 100, mais tu nous en diras plus, tout en plaçant l'humain au cœur de chaque décision, parité dans le management, initiatives pour le bien-être des salariés comme le congé parental supralégal, ou encore lutte contre le sexisme avec la charte Bye Bye Sexisme. Elle ne recule devant aucun défi pour faire avancer les choses. On va parler de son quotidien, de ses victoires, mais aussi des défis qu'elle relève dans une PME en pleine expansion. Catherine, bienvenue. Merci beaucoup. Je te remercie pour cette invitation. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Ok. C'est ton premier podcast ? C'est mon premier podcast. Un peu stressé ? Oh comme toutes les premières fois. Voilà, mais ça va bien se passer. D'accord, Catherine ? J'ai pas de doute. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. Toi, tu te connais bien, donc vas-y, prends le temps. C'est important que tu te présentes à nos auditeurs, nos auditrices, qui tu es et qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui à être DRH chez Mail in Black ? Alors, je vais essayer d'être très claire et assez rapide parce que, donc en effet, je suis Catherine Vaudaine, j'ai 54 ans, donc j'ai un petit peu d'expérience professionnelle. Je suis mariée, j'ai 2 grandes filles qui ont 24 et 26 ans, dont je suis très fière. Qui ne sont pas RH ? Pas du tout, elles sont dans l'ingénierie, donc Okay. Une en cours d'études et une autre diplômée déjà. Mais non, elles n'ont absolument pas suivi cette voie-là. Non, pas comme maman. Mais j'en suis très fière quand même. Je suis diplômée en comptabilité et finance, puisqu'en 1994, j'ai obtenu mon diplôme d'études comptables et financières. Et j'ai commencé à travailler en 1995, en commençant par les cabinets d'expertise comptable, qui ont été une expérience très diversifiante pour moi, puisque ça m'a permis de voir une multitude d'entreprises, une multitude de tailles d'entreprises et une multitude de sujets, puisque les TPE, les PME et le commissariat aux comptes ne se gèrent absolument pas de la même manière. Et ça m'a permis de découvrir plein de choses. J'ai eu 2 expériences en cabinet. Ma deuxième expérience m'a ouvert sur tous les sujets sociétaux, puisque j'ai pris en charge tout ce qui était la gestion opérationnelle pour les entreprises. Donc, c'est là où j'ai commencé à mettre mes premières briques sur le sujet du RH. On était dans les années 2000, loi Aubry, 35 heures, voilà, avec plein de difficultés, mais qui ont été très, très formatrices. Et en 2008, j'ai eu envie de connaître l'entreprise de l'intérieur. Donc, j'en ai accompagné beaucoup. J'ai eu plein de clients, j'ai eu plein de beaux relationnels, plein de belles histoires. Mais j'ai eu envie de découvrir une entreprise de l'intérieur. Du coup, je suis rentrée dans une start-up qui venait de lever 5 millions d'euros avec tout à mettre en place puisque tout était déjà externalisé dans des cabinets et le dirigeant voulait tout internaliser. Donc, avec le DAF qui était en place, j'ai eu l'opportunité de vivre cette expérience, le choix des logiciels,
comptables et sociétaux, le paramétrage des logiciels, puisqu'à l'époque, il fallait tout faire par nous-mêmes. Et ça a été une expérience vraiment formidable, très lumineuse, parce que j'avais la gestion de... on était 30 personnes et la moyenne d'âge était à 25-30 ans à peine. Et pour moi, c'était très nouveau, puisque j'avais plutôt tendance à être avec des dirigeants d'entreprise qui étaient un peu plus âgés. Et cette start-up, c'était Men in Black? Pas du tout. C'était une autre? C'était une autre. Ça s'appelait Demailers à l'époque. On était déjà dans le SaaS, puisqu'on faisait de la sauvegarde en ligne. Et malheureusement, fin 2010, cette entreprise n'a pas réalisé son business plan et on a dû prendre la lourde décision de liquider la société. Ça a été une expérience assez douloureuse, enrichissante, parce qu'on apprend toujours, même dans le dur. Il a fallu que j'accompagne chaque salarié dans cette liquidation. J'ai eu l'opportunité de rencontrer pas mal de chefs d'entreprise parce qu'il fallait qu'on reclasse les salariés. Et dans cette expérience, j'ai croisé un dirigeant de Men in Black, le fondateur de Men in Black, Christophe Baralotto, et qui m'a proposé de venir travailler avec lui, mais je n'avais pas terminé ma mission. Il fallait que j'accompagne vraiment chaque salarié jusqu'à la fin. Je ne me sentais pas de les laisser sur le bas-côté. Je voulais être le dernier à sortir du navire. C'était un peu mon rôle et je ne me sentais pas capable de faire différemment. Ensuite, une fois cette expérience terminée, j'ai eu une expérience qui m'a apporté peu de bien-être. Voilà, donc c'était un remplacement de maternité où j'ai pas eu un bon retour, donc je l'ai un peu mis de côté. Ensuite, j'ai intégré une entreprise gérée en bon père de famille. Tout était bien en place, mais les perspectives de faire un peu bouger les lignes étaient compliquées. Je suis quand même restée 2 ans. Et j'ai été rappelée par le fondateur de Men in Black qui voulait sortir de l'opérationnel et même petit à petit du capital. Et il m'a demandé de venir un peu prendre sa place, pas en tant que direction, mais surtout en tant qu'opérationnel. Et ça a été un peu la même expérience que la première, puisqu'on m'a demandé de tout internaliser. Et j'ai pu intégrer cette société et remettre en place toute la partie comptable et sociétale dans la boîte. Donc là, on était en quelle année? On est en 2014. 2014. Et on est 20. C'est là où vous êtes 20. On est 20. Et là, tu arrives. Et là, j'arrive. Donc, aux côtés de Damien Héré, qui gérait l'entreprise à l'époque, et avec des équipes déjà en place. Mais on était 20 dans un open space dans le 13e arrondissement de Marseille. Et là, tout a commencé. Voilà. Donc, j'ai commencé par faire un déménagement, puisqu'on a acheté des locaux, parce qu'il fallait qu'on s'agrandisse, on commençait à recruter. Donc, je me suis occupée d'une grosse partie interne de changer de site. Et ensuite, j'ai tout internalisé en termes de facturation, en termes de comptabilité, en termes de gestion de... Donc, à l'époque, tu étais plus sur la partie finance, office management, etc. Exactement. La partie finance restait assez prépondérante. Ce qu'on faisait, moi, je rentrais toutes les factures à la main à l'époque. Les factures étaient gérées sous Access. Donc, on faisait tout à la main. Et donc, il a quand même fallu intégrer des nouveaux logiciels. Ma feuille de relance client représentait le quart d'une feuille. C'était vraiment assez vite fait, j'ai envie de dire. Mais au fur et à mesure des années, le chiffre d'affaires croît, les listes s'allongent et il faut prendre des décisions et il faut commencer à automatiser. Donc, j'ai pu remettre en place tous les systèmes en interne. Et là, donc on déménage et on grandit et on grandit et on recrute. C'est toi qui recrutais ou c'était... Non, on avait des cabinets. Vous travailliez avec des cabinets à l'époque. On travaillait avec des cabinets. Moi, j'étais donc seule à toute la partie finance, RH et interne. Et donc, on se faisait accompagner par des cabinets. De même qu'on était accompagné par des commissaires aux comptes et des experts comptables qui validaient nos comptes. Et voilà. À l'époque, il n'y avait qu'un seul investisseur, c'était le dirigeant de l'entreprise. Donc, on n'avait pas de contraintes plus que ça. Tout se gérait entre lui et moi, j'ai envie de dire, et les banques un petit peu quand même aussi. Mais il n'y avait pas vraiment d'investisseurs. Les investisseurs sont arrivés chez Men in Black en masse en 2019, où on a fait une première LBO. On est sous un format de LBO et pas de levée de fonds.
Et là, on a dû commencer à se professionnaliser en termes de reporting, en termes dans toutes ces présentations, il fallait qu'on rende des comptes. Et on continuait à grandir. Et quand on est arrivé en 2020, c'est là où j'ai pris la décision de qu'est-ce que je fais de mon poste de DAF, RAF, un peu, enfin, qu'on l'appelle un peu comme on veut, et toute la partie sociale qui me prenait de plus en plus de temps. Et donc c'est là où j'ai demandé à mon dirigeant de scinder les deux postes, ce qu'il a tout à fait entendu. Il fallait qu'on ait des rapports encore plus poussés. J'avais pas cette compétence. Je crois qu'à quelque part, j'avais plus trop envie de manipuler les chiffres aussi. J'ai grandi moi aussi. Mon expérience humaine m'a poussée sans réfléchir en fait vers les ressources humaines. Et donc quand j'ai proposé la situation à mon dirigeant, il m'a dit tu choisis. Tu choisis, c'est toi qui choisis ton poste. Entre DAF et DRH, quoi. Entre DAF et DRH. Okay. Et là, j'ai pas hésité 5 secondes. J'ai dit, je veux être RH. Et pourquoi ? C'est intéressant. Parce que tes formations plutôt comptable, finance, je suis complètement... tu as un parcours, on va dire, majeur plutôt sur cette partie DAF. Oui. Et tu choisis d'aller vers les ressources humaines. Oui. Alors, quel était ton cheminement pour arriver à cette décision ? La moyenne d'âge de Made in Black a été à 32 ans. Okay. À l'époque, j'en avais 48. Et j'aime développer les gens. J'aime les voir grandir. J'aime être à leur côté. J'aime toute cette partie-là. Et ça me parlait beaucoup plus que les chiffres. Les chiffres ne me parlaient plus. Okay. Et c'est un vrai choix de cœur. Ok. Aujourd'hui, en 2025, vous êtes combien de salariés chez Made in Black ? 120. Vous êtes 120 et tu as une équipe avec toi, une équipe RH, j'entends ? Alors, 2021, donc on a passé le Covid. Quand on est RH en Covid, c'était un peu compliqué. Ça occupe les journées, ouais. Ça occupe beaucoup les journées. Ça occupe surtout énormément l'esprit. Je me suis quand même pas mal inquiétée pour les uns et les autres. On avait perdu le lien. Moi, je suis quelqu'un qui est dans la communication directe plus que de l'indirect. Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de bandes passantes. Mais notre dirigeant a été très créatif, très fédérateur. Donc, on avait des Teams régulièrement, on faisait des apéros Teams, on faisait plein de choses quand même qui créaient du lien. On n'a pas perdu complètement. Donc, ça a été une vraie force. Mais l'après-Covid, on a continué à recruter. Et là, j'ai ouvert un poste de RH pour venir à mes côtés. Ok. Et quand j'ai ouvert le poste de RH, on est en plein dans la mobilité interne également. J'ai Laura Vasquez, qui est aujourd'hui ma collaboratrice, qui était en fonction sales. Elle est rentrée chez Made in Black dans une fonction qui n'était pas du tout de sa formation. Mais on lui a tellement parlé de la boîte qu'elle s'est dit tiens, je vais commencer à mettre mon pied à l'étrier. Donc elle est rentrée dans des fonctions commerciales. Et quand j'ai ouvert le poste, bizarrement, elle a toqué à ma porte. et je me suis dit banco, c'est une occasion. Elle est de formation RH, c'est l'occasion. Elle était de formation RH initialement. Elle était de formation RH, ouais. Elle a un diplôme dans sa formation. Et j'ai dit, allez, banco. Voilà. Donc, on a quand même fait le processus de recrutement pour rester quand même dans ce qu'on souhaite être. Mais j'avoue que j'avais ce petit penchant de vouloir aussi faire monter en compétences et surtout dans le milieu professionnel qui convenait de faire grandir Laura sur ce poste-là. Ok. Aujourd'hui, comment tu décrirais la culture d'entreprise de Made in Black ? En 2025. Alors, j'ai pas du tout présenté qui était Made in Black. Mais tu peux présenter qui est Made in Black. Tu peux le faire. Voilà, j'ai envie de faire quand même une petite parenthèse parce que c'est un tout, en fait. La présentation va avec beaucoup d'autres choses. Donc, en fait, qui nous sommes ? Alors, nous sommes une boîte dans la cybersécurité. Je pense que tout le monde connaît Made in Black parce qu'on a tous envoyé des mails à des clients de Made in Black et on a tous reçu un mail disant saisis le mot le captcha en couleur qui correspond. Exactement. Mais on ne connaît pas qui est Made in Black derrière, en fait. Au départ, je pensais que c'était une boîte américaine pour être très transparent. Et en fait, j'ai creusé évidemment. Pas du tout. C'est une boîte marseillaise. Ce qui est chouette, c'est une boîte française, marseillaise en particulier. Notre siège est à Marseille et nous n'avons qu'un bureau. Alors, on a des personnes en full remote, mais nous sommes basés à Marseille. Et on est sur tous les risques cyber d'aujourd'hui et
On a un produit aujourd'hui qui est UCyber 360 et en fait qui a pour objectif de bloquer des spams qui viennent d'abord nous polluer à la base parce que ça nous pollue beaucoup d'avoir tous ces spams qui arrivent toute la journée. Mais en plus, il bloque tous ceux qui sont vérolés, entre guillemets. Et aujourd'hui, on forme et on sensibilise les collaborateurs qui sont la première porte ouverte au risque cyber. Donc, si on ne sait pas comment ça fonctionne, le risque est encore plus grandissant. Donc, on sensibilise et on forme. Et aujourd'hui, depuis 2024, on centralise les mots de passe dans des coffres-forts. Okay. Et ce coffre-fort a une particularité, c'est qu'on peut partager avec un collaborateur ou une autre personne un mot de passe pour éviter de lui donner notre mot de passe, mais qu'il puisse quand même avoir accès à certaines données pendant un temps donné. Voilà, donc ça, aujourd'hui, on a une offre vraiment à 360 degrés sur les risques de la cyber. Et on a bloqué l'année dernière 149 millions de cyberattaques et près de 2 milliards de spams. Ah oui, quand même. Ouais. On a notre baromètre qui va sortir les prochains jours. Donc, si vous êtes un peu dans la première des informations, oui, c'est quelque chose qui est énorme. Ah, on s'en rend pas forcément compte. Et nos clients sont de tout type. On a des TPE, des PME, des établissements de santé, des établissements publics. Donc, on est vraiment sur un panel de 22 000 clients de tout horizon. Ok. C'est des clients français ou vous êtes aussi hors France? On a quelques clients hors France, mais principalement Votre cible, en France. C'est plutôt notre cible, c'est la France. Ok. C'est des clients directs et on travaille de plus en plus avec des partenaires. On a 1400 partenaires dans notre environnement qui nous aident aussi à faire connaître et à développer nos produits. Ok. Alors, cette culture d'entreprise. Du coup, quand on parle de la cybersécurité, de la protection à 360 degrés, et ce qu'on veut donner à nos clients, ce qu'on veut protéger chez eux, on veut être la même chose chez Made in Black. Donc, on a une raison d'être qui est être le garde du corps de nos collaborateurs. Et ça nous donne notre ligne directive de qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est intéressant. Cette raison d'être, elle est affichée, elle est sur votre site carrière. Alors, c'est notre raison d'être au niveau de la RSE. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on construit nos sujets RSE. Ok. Et donc, ça laisse pas mal d'ouverture et de latitude sur énormément de sujets. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prône c'est le respect les uns des autres. Et de par ce respect, on est très à cheval sur tout ce qui est l'équité, l'inclusion et la diversité. Chez Made in Black, on est paritaire. On est quasi paritaire, 45% de femmes, 55% d'hommes, en règle générale sur l'ensemble de la société. On a un comité de direction qui est, lui, strictement paritaire, 4 hommes, 4 femmes. C'est fait de manière naturelle, c'est la construction tout au long de ces années qui l'a rendu comme ça. Il n'y a rien qui a été artificiel derrière tout ça. Donc, on en est très fiers. L'âge n'est pas un sujet. Ça va de 20 ans à 58 ans. On a embauché une personne dernièrement qui est pas loin de cette tranche d'âge-là. On a besoin les uns des autres. Les plus jeunes apprennent des plus anciens. Les plus anciens apprennent des plus jeunes. On est tous inspirants les uns pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui crée une homogénéité dans l'ambiance en règle générale. On a un onboarding sur lequel on est très à cheval également parce que l'inclusion, c'est quelque chose qui est hyper important. Une personne qui arrive chez Made in Black doit être accueillie, doit connaître notre environnement, doit connaître notre raison d'être, doit connaître là où on veut aller et il faut qu'on les embarque sur les projets avec nous. Donc, on a un socle de formation commun à tous sur nos outils, bien évidemment, mais aussi sur toutes nos formations qu'on a en cybersécurité, parce qu'il faut qu'ils soient formés sur tous les risques. Et ensuite, ils ont des formations spécifiques en fonction des projets. Et en termes d'équité, je vais prendre un exemple que beaucoup me disent, il faut que tu en parles encore plus. C'est l'intéressement. On a un intéressement qui est paritaire, c'est-à-dire que vous soyez dirigeant ou que vous soyez collaborateur, tout le monde a le même montant. En fait, on prend la somme que l'on souhaite distribuer et on le divise par le nombre de personnes présentes et pas sur un ratio de salaire ou de statut.
de statut. Voilà. Et ça, c'est un sujet intéressant. Quand vous recrutez, je ne sais pas si tu passes par des cabinets ou si tu recrutes toi-même. Alors oui, j'en ai pas parlé. En fait, j'ai une équipe aujourd'hui de 4 personnes. Donc, il y a une personne qui s'occupe de l'interne. On a une personne, Alexandre, qui s'occupe de tout le recrutement. Et Laura, qui est toujours avec moi depuis 2021, qui s'occupe de toute la partie compensation et bénéfices. Et moi, accessoirement. Qui gère tout ce petit monde. Qui a un peu d'activité quand même, j'imagine. Je ne suis pas très inquiet. Et sur cette partie recrutement, parce que ce que tu dis est important, là, sur la partie justement Compenben, équité sur la partie intéressement, comment est-ce que vous le valorisez et comment réagissent les candidats quand ils apprennent ce dispositif? Ça met les gens dans une situation plutôt sécuritaire et ça apaise toute situation. Après, j'ai pas de retour. T'as jamais entendu quelqu'un te dire ah ouais mais attends, moi je contribue plus au bénéfice de l'entreprise que Jean-Jacques, etc. C'est pas la culture du tout de Men in Black par rapport à ça, quoi. Non, pas du tout. Et c'est justement ce qu'on veut pas créer. Ouais. Après, on a des rémunérations en fonction de nos jobs et en fonction de nos niveaux de responsabilité. Mais l'intéressement, c'est le partage de la valeur de tous, c'est le fruit de ce qu'on a pu mettre en place. Et ça paraît... alors, moi, ça me paraît normal de le partager à tout le monde de la même manière. Et quand j'en parle, on me dit, mais c'est relativement rare dans les entreprises de ce genre de fonctionnement. Oui, parce que moi, l'intéressement, non, mais c'est souvent effectivement un pourcentage du salaire ou du statut. Alors, des fois, c'est plafonné, mais on voit des écarts d'intéressement d'une personne à l'autre. Voilà, ce qui va pas avoir. Même en termes d'ancienneté, qu'on ait 1 an d'ancienneté ou qu'on ait, comme toi, 11 ans d'ancienneté, on va toucher la même somme également. Alors, il faut avoir. Il y a des conditions juste pour les personnes qui nous ont rejoints dans l'année. Donc, il faut avoir 3 mois d'ancienneté, mais c'est aussi pour des questions de calcul et de gestion. Donc, il faut avoir 3 mois d'ancienneté et la première année, c'est rationalisé par rapport à l'année. Mais c'est tout. C'est le seul. Ce qui est logique. Okay. Et de la même manière, si une personne part, elle a quand même droit à sa partie par rapport aux mois qui ont été travaillés. Jusqu'au jour de départ. Ouais. Il y a un prorata qui se crée à ce niveau-là. Mais on part du principe que les personnes qui ont les rémunérations les plus basses, ça a un impact très, très positif. Et ça les implique encore plus et c'est un moyen pour nous de les valoriser aussi au même titre que les autres personnes. Tout le monde est utile dans une organisation, tout le monde. Et l'intéressement représente combien de semaines, de mois de salaire à peu près d'une année sur l'autre? C'est variable forcément. C'est assez variable parce qu'on a des métriques qui sont liées à notre croissance. Donc il y a des années, ça peut être la moitié d'un mois et il y a des années, ça peut être un peu plus. On a connu un peu plus. Et on a connu un peu moins. D'accord. On va dire 1 mois de moyenne, si on moyennise, on va dire, sur plusieurs années. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ah oui, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà une belle somme, effectivement. OK. Je voulais revenir sur un point aussi, sur l'aspect rémunération, mais aussi en même temps parentalité. Ce que vous avez mis en place, et entre autres le congé parental supralégal. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Et pourquoi vous avez aussi pris cette décision? Alors, on a un CSE. Qui est nouveau depuis début 2023 et ils ont eu envie de mettre quelque chose en avant. Donc, on a fait un temps de réflexion avec eux et pareil, la moyenne d'âge de Men in Black étant relativement jeune, on a de plus en plus de parents, de jeunes parents. J'ai été moi-même parent, jeune parent aussi. Et nous est venue l'idée d'accompagner cette population. Partir en maternité, c'est pas évident. On est plein de craintes. On peut avoir de la culpabilité. Et ça, on met juste les gens très à l'aise là-dessus. Et notre dirigeant est complètement en phase avec ce sujet. Et du coup, on s'est dit, et si on aidait le retour de la maternité et paternité, parce que ce qu'on fait pour les uns, on les fait aussi pour les autres. Et du coup, on a mis en place un congé qui dure 14 semaines, où on travaille 80% de notre temps de travail et on est payé 100%. Donc tout ça, on le met en place avant les départs en congé. Oui, c'est calé. Pour que ça ne nuise pas non plus aux équipes. Oui.
et que ça se passe le mieux possible. Et là, par contre, on a des retours qui sont extraordinaires. Les gens sont très contents, ça leur permet de reprendre leur job de manière sereine. Et voilà. Donc là, on a de très, très bons retours sur cette mise en place. Et avec le CSE, on est très fiers de ce positionnement. Ouais, parce que quand on regarde, on va dire si on fait juste des maths, c'est un coût pour l'entreprise, mais il y a un ROI sur la fidélité, sur l'investissement, sur l'attachement à l'entreprise qui est derrière. Oui, parce que quand on revient de ce genre de période, on est pris entre l'euphorie d'être jeune parent et notre job qu'on ne veut pas laisser, et ce qui est tout à fait logique. Moi, j'accompagnerai tous les salariés à ne jamais quitter leur emploi. C'est tellement important pour le développement général, mais même pour nos enfants. Et du coup, je trouve que ça, oui, bien sûr, ça amène un sentiment de bien-être et de reprise en douceur. Ok. Alors, si on fait un petit peu si on zoome sur ton métier, vous êtes passé de 20 à 120 salariés, pardon. C'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés, toi, en tant que DRH, en passant de 20 à 120 ? Alors, le recrutement, déjà. Clairement. OK. Premier sujet, recrutement. Le recrutement, oui, parce que les profils que tu recrutes, ce sont des spécialistes en cyber ou il y a aussi des sales, j'imagine, des CSM, ces métiers? Bien sûr, on a le service client, on a les commerciaux, on a le marketing, la communication, la finance, le service facturation, le service produit, le service développement, l'intelligence, le labia. OK. Donc, tu as des profils très variés, en fait. Les RH aussi. Oui, très variés. On a des profils très variés. Et c'est d'ailleurs très marrant de voir les réactions des uns et des autres dans des situations qui sont complètement différentes par rapport à leur profil. Donc, premier défi, le recrutement. On va revenir dessus. Premier défi, le recrutement. Et le développement. Le développement des managers. Et le développement tout court, la mise en place de formations. Il faut qu'on professionnalise tout ce système-là. Et la structuration, ce qui est très important dans une entreprise en croissance, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde notre raison d'être. Et donc, il faut qu'on fixe des cadres. Et ces cadres, il faut qu'on les structure de plus en plus par des politiques de rémunération, des politiques RH. On a mis en place des codes éthiques, on a mis en place pas mal de choses. Parce qu'on part du principe que quand on a fixé un cadre, à l'intérieur de ce cadre, on est libre. Voilà, parce qu'on a respecté, on respecte. Et tant qu'on est dans ce cadre-là, il y a une liberté totale. Donc, alors totale, entre guillemets, bien évidemment, on est toujours en lien avec notre manager, etc. Donc, on a mis en place une formation qu'on a appelée la Management Academy. Je suis accompagnée sur ce sujet par Anne Gauthier, qui est une DRH qui est devenue aujourd'hui coach et qui accompagne le développement. Anne, c'est quelqu'un qui est passionné comme moi par le développement et de voir grandir les jeunes. Elle est plus de ma génération que l'âge moyen de chez Made in Black, et on se régale à accompagner cette Management Academy. Donc en 2023, c'était des sujets plutôt rôle et responsabilité, donc en termes les aider à parler de salaire et développement de leurs équipes en transparence. Donc avec Laura, on a monté tout un outil de clé de compétences, c'est-à-dire qu'on a les niveaux de seniorité, on a défini quel était le niveau de seniorité junior, intermédiaire, senior, quelles étaient les fonctions qu'il fallait avoir pour répondre à ce critère-là. En face, on fait matcher un bench qui est revu quasiment tous les 6 mois pour être sur des salaires marchés, qui a 2 vertus. La première vertu, c'est que quand on fait un entretien avec un salarié, ça nous permet de mieux matcher et d'accompagner les sujets en toute transparence. Et la deuxième vertu, c'est que ça les aide à fixer leurs objectifs. Par exemple, une personne qui est junior, qui veut devenir intermédiaire, son manager n'aura plus qu'à lui dire il faut que tu atteignes telle compétence, et je vais t'accompagner sur ces sujets-là. Tu utilises un outil de SI pour gérer ça ? Non, c'est Laura qui a tout monté. Vous avez fait, c'est vraiment fait maison, quoi. Oui, c'est fait maison. Ok. Ouais, gros boulot, quoi. Très gros boulot. Ouais, parce que faire du benchmark, en plus, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Donc on essaye avec Alex qui est dans le recrutement, voir un peu, on essaye d'avoir plusieurs sources. Non, c'est pas évident. Et c'est quelque chose qui est toujours très challengé. Ok. Tu disais que ton premier défi, c'était le recrutement.
Pourquoi vous avez fait le choix, ou tu as fait le choix, c'est peut-être toi d'ailleurs qui as pris la décision, d'internaliser le recrutement alors que historiquement il passait par des cabinets X, Y, Z? Bah, la Parce que tu aurais rationalisation, pu continuer par des cabinets en fait. Alors oui, sauf que l'année dernière, on a recruté une trentaine de personnes. Ça Si fait un on petit fait budget. un ratio Oui. coût, On est d'accord. il est vite fait. Et le fait d'avoir Alexandre dans l'équipe qui s'occupe du recrutement, l'avantage qu'on a, c'est qu'il prend aussi d'autres sujets. La marque employeur et la RSE qui est gérée par lui. Et du coup, ça développe aussi pas mal de visibilité. Et la RSE, qui est un sujet que quelqu'un doit porter et qui est pris sur le service RH et qui prend pas mal de temps parce qu'on est novice dans tout ça, et avec beaucoup d'humilité, on monte notre projet RSE dans l'entreprise en parallèle. Donc, si on fait un ratio recrutement, coût du recrutement et tout ce que ça nous accompagne à côté, c'est vite fait. Oui, c'est efficient. Et en plus, dès qu'on a un besoin, on lui demande, il se met en chasse tout de suite. Le marché est aussi plus facile en ce moment qu'il n'a été il y a 2 ans, par exemple. Après, tu le sens, ça, ou pas? Alors, pas sur tous les postes. D'accord. Les postes tech restent quand même... difficile toujours. Quand même pas évident. Le marché est quand même pas si détendu que ça, quand même. Mais en règle générale, on arrive à nos fins. On arrive à attirer les talents. Et Marseille, ça attire. Marseille, ça attire. Le soleil attire. Ouais. Pas un breton que tu vas dire ça. Si. Non, je peux raconter ma vie, mais j'ai vécu nombreuses années à Aix-en-Provence et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Ah ben voilà. Tu m'étonnes. Et tu es le bienvenu. Je sais pas ce que je pourrais faire chez Men in Black, mais bon, s'il y a un truc, je prends. Donc, ok. Tu as parlé de la formation des managers, ce que tu disais, et plus globalement, développement RH. Vous êtes allé jusqu'à la certification, la labellisation Great Place to Work. Oui. Pourquoi vous avez fait ce choix d'aller sur ce label? J'ai eu la chance d'interviewer Julien Brézin, le DG de Great Place to Work France, sur ce podcast. J'en mettrai le lien vers l'épisode si vous le souhaitez l'entendre. J'ai eu une autre entreprise avant qui s'appelle Happy to Meet You, que j'ai vendue, qui était labellisée Great Place to Work. Donc je connais bien les coulisses de cette labellisation. Mais ça m'intéresse de comprendre pourquoi tu as voulu y aller, pourquoi vous avez fait ce choix, quelque part aussi d'interviewer les collaborateurs, parce qu'on sait que c'est ça qui est clé, et d'afficher ce label. Alors, le constat est parti, c'est aussi après Covid, puisqu'on l'a fait en 2021. Et avec Thomas Carjean, notre directeur, on avait envie de sonder de l'intérieur quels étaient les besoins. Du coup, ça nous a permis de recueillir par leur questionnaire, de recueillir le besoin de qu'est-ce qu'on faisait bien, qu'est-ce qu'on faisait mal, qu'est-ce qu'on pouvait rectifier, qu'est-ce qu'on pouvait accompagner. Ça a été un peu notre épine dorsale pendant, même encore maintenant en fait, puisque de ce constat, il en est ressorti que il fait bon vivre chez Men in Black, puisqu'on a eu un taux de retour de 92% positif quand on pose la question de est-ce qu'il fait bon vivre chez Men in Black. Donc c'était quand même très positif. On a eu des retours aussi, on a eu des bons scores positifs en règle générale. Et ce qui pêchait, c'était la rémunération. Et donc, il fallait créer quelque chose qui soit cohérent autour de tout ça. C'est quelque chose qu'on crée encore aujourd'hui. C'est pas évident de donner que de la transparence dessus sur le système de rémunération. Aujourd'hui, il faut harmoniser. Donc ça, au niveau de l'harmonie, on y est, je pense, à 97%. Et maintenant, il faut arriver à matcher cette transparence. Donc, on met du temps quand même à faire tous ces sujets. Et ce qu'il en est ressorti aussi, c'était un besoin pour les managers d'avoir de l'accompagnement. D'où la création de la Management Academy pour accompagner tous ces sujets. Donc, comme je disais, en 2023, on a commencé par les fondamentaux de rôle et responsabilité. Donc, comment recruter, comment accompagner. On a aussi parlé de tous les sujets de risques psychosociaux accompagnés par une coach sur le sujet. Et en 2024, on a commencé à faire quelque chose de plus
de plus global sur l'engagement, sur le feedback. On a formé tous les managers au départ sur le feedback. Ensuite, à la demande des managers, on a formé 100% des collaborateurs. Et aujourd'hui, on fait des sessions quasiment tous les 6 mois sur le feedback. Pourquoi ? Pour qu'on sache communiquer, qu'on sache se dire les choses de manière factuelle sans avoir peur de dire les choses. Voilà, donc ça a été un grand sujet. Et ça, c'est issu des interviews que vous avez eues, de l'enquête, enquêtes Great Place to Work que pas vous avez 100%, mais quand on veut accompagner les managers, il faut qu'on sache comment les accompagner. Donc, il y a eu les fondamentaux, le rôle et responsabilité. Et ensuite, en découlent d'autres besoins. Quand on a des équipes qui font 2-3 personnes, on gère d'une certaine manière, mais il y en a qui en ont 7-8. Donc, c'est un quotidien qui peut être assez lourd. Donc, il faut savoir se dire les choses les choses positives, parce qu'on les oublie, mais aussi les choses pour accompagner le développement de chacun. Ensuite, on a fait également quelque chose aussi qui est un super outil, qui est les Clifton. Le Clifton, c'est fait par une association qui s'appelle Gallup, une corporation qui est américaine, qui ont une base de données depuis des décennies sur des retours questionnaires par rapport à qui on est, nos forces, et qui en a découlé un test avec nos 34 forces. Et on fait faire le test donc à tous les managers. Et aujourd'hui, on est en train de créer une dynamique autour de ça. Pourquoi ça, connaître nos forces ? En fait, tout simplement pour que le talent des uns, la force des uns n'est pas forcément la force des autres. Du coup, on a des perceptions qui peuvent être différentes. Et le fait de le connaître, ça nous permet de mieux communiquer et d'avoir une cohésion au sein de l'équipe et d'aller chercher les ressources là où elles sont. Je vous prends un exemple sur l'inclusion. Moi, j'ai un fort retour sur l'inclusion. Donc, je ne peux pas supporter les gens qui ne le sont pas. Et en fait, le fait de savoir qu'ils n'ont pas cette même proportionnalité de force me fait comprendre leur ressenti et me permet d'avoir une approche un peu différente avec eux. Alors que quand on ne le sait pas, on se dit non, mais en fait, ils ne pensent pas comme moi, donc on s'en écarte, alors que pas du tout. Et donc, ça nous permet de nous connaître les uns les autres et ça nous permet de mieux collaborer. Et donc ça, c'est notre objectif 2025, ce serait que 100% de l'entreprise passe ce test et que d'équipe en équipe, on arrive à leur faire comprendre lui, il est plutôt comme ça, donc il faut plutôt faire comme ça, mais lui plutôt comme ça, et d'harmoniser la relation dans les équipes. Et sans mettre quelqu'un dans une case. En ayant effectivement l'ouverture de... Exactement, en ayant l'ouverture de se le dire, de comprendre pourquoi c'est une force. Cette force peut être aussi une faiblesse, parce que trop en avoir... par exemple, l'empathie, quand on en a trop, on béatifie les gens, alors que c'est pas du tout le but. Donc, il faut savoir, c'est toute une question de dosage, il faut savoir doser le principe. Et quand on le sait, c'est un peu plus facile. Et du coup, ça nous permet un peu de prendre du recul sur certains sujets. Donc, pas du tout, le but n'est pas du tout de mettre les gens dans des cases. Alors ça, surtout pas. Bien au contraire, c'est justement les aider à se développer et à se comprendre. Parce que la communication devient, même si on est plein de réseaux, plein de moyens de communiquer, par moments c'est un peu compliqué. Donc apprendre à se dire les choses. Oui, en plus vous avez des personnes, des collègues qui sont en remote. Oui. Vous avez le gros des troupes peut-être à Marseille, mais vous avez aussi quelques personnes en remote. Sur 120 personnes, on doit avoir une bonne dizaine de personnes en remote. Oui, donc il faut aussi... donc il faut créer cette cohésion. Et les intégrer, qu'elles vivent la culture la culture Men in Black. Complètement. Peu importe où elles sont. Complètement. Donc ça se fait en présentiel. Ce sont des échanges verbaux. Voilà, donc c'est... Et tous ces sujets, j'adore les accompagner. Ok. Est-ce que tu as travaillé les sujets d'équilibre vie privée, vie pro Parce que ça, c'était une vraie tendance post-Covid, mais je droit à pense la déconnexion. Vous qui êtes une boîte tech, oui. où on peut, 24 heures sur 24, votre outil est à disposition des clients, 7 jours sur 7. Oui. Comment vous gérez ça ? Alors nous, on a créé un petit outil en interne. Ok. Que notre dirigeant, je parle beaucoup du dirigeant parce que je fais beaucoup référence au chef d'orchestre. Et à partir du moment où le chef d'orchestre donne la bonne note, généralement, ça se découle beaucoup plus facilement sur l'orchestre qui va jouer juste. Puis le binôme dirigeant DRH, il est
clé. Oui, il est clé. S'il ne fonctionne pas, Exactement. C'est compliqué, quoi. Exactement. Donc on a créé un petit outil en interne qui dit aux personnes qui nous écrivent par mail que en dehors de certaines plages horaires, on n'aura pas forcément une réponse parce que la personne n'est pas forcément derrière son ordinateur. Donc c'est un petit pop-up qu'on reçoit et qui laisse libre chaque collaborateur d'agir. Et on est complètement en phase de ne pas recevoir après 18 heures un retour sur une question que l'on a posée. Ça attend demain matin. On ne fait pas une opération à cœur ouvert. Donc il y a des réponses qui peuvent attendre un petit peu. Et du coup, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Et ça enlève toute culpabilité de oh là là, j'ai plus répondu après 18 heures, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est juste normal. Et on prend le temps de faire les choses, on pose les sujets et ça fait beaucoup de bien. Et alors, ce petit outil, on l'a fait nous en interne, mais du coup, quand les gens nous écrivent, ils sont interpellés. Ils reçoivent. Donc, ils le reçoivent. Du coup, il y a certains clients qui nous ont demandé de l'avoir aussi. Donc, on leur a déployé... alors, je ne sais pas trop comment, parce que ça est partie technique, mais je sais qu'on a quelques clients qui nous l'ont demandé. Et ça fait effet boule de neige. Et voilà, la grande vertu, c'est enlever toute culpabilité de ne pas répondre après certaines heures et ne pas répondre les week-ends. Ouais, on a le droit d'être en week-end, on a le droit de tout ça. Et encore une fois, c'est porté haut et fort par notre dirigeant et par tout le comité de direction. Donc, c'est très chouette et les gens l'apprécient. Je pense qu'il y a beaucoup de bon sens à avoir sur ces sujets-là, quoi. Moi, en tant que dirigeant, ça m'arrive de travailler le week-end, hein, c'est la vie. Mais quel est l'intérêt d'envoyer un mail le week-end? Parce que de toute façon, personne ne va répondre. À part stresser la personne en face, ça ne sert à rien. Exactement. Donc en plus, il y a des outils aujourd'hui qui te permettent de le paramétrer. Tu envoies le mail à 9h le lundi matin ou si tu as envie. Et ça ne change rien, en fait. Rien. Sauf à la personne qui le reçoit et qui ne le reçoit pas de la même manière que le dimanche soir à 20h. C'est que ça laisse la liberté de la personne si elle veut travailler les week-ends. Oui. Bon, nous, on essaye de faire en sorte que non. Mais bon, après, vu qu'on a nos ordinateurs chez nous, voilà. Et puis, des fois, on a des urgences aussi. Il faut quand même faut relativiser aussi certaines situations. Mais l'avantage de cet outil qui peut délivrer le message dans les heures de travail, c'est tout aussi bien. Oui, ça permet de prendre conscience. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout de mail sur mon téléphone. Le week-end, alors s'il y a une urgence, bien évidemment, ils m'appellent parce que je suis toujours disponible au téléphone et pour eux. Mais je ne prends pas mes mails le week-end. Voilà, et je le vis très bien. Ok. J'aimerais t'entendre sur un petit point. Non, avant ma question, j'en ai une autre. Excuse-moi. On n'a pas parlé de ce sujet parce que c'était un point que j'avais noté dans l'intro. C'était le palmarès des Best Workplaces for Women. Pourquoi aussi vous êtes allé sur ce palmarès? Alors, imagine-toi qu'on n'y a pas été forcément. Ok. C'est qu'en fait, les sujets qu'on a portés dans le Great Place to Work, donc on répond à un questionnaire de plein de questions sur 100% des collaborateurs parce que on peut le délivrer, ce questionnaire, sur une partie de l'entreprise. Nous, notre choix, c'est 100%. De façon, généralement, c'est cohérent avec votre culture. Exactement. Donc, c'était 100% des collaborateurs. Au retour de ce questionnaire, on a été certifié. Et on nous a donné la possibilité d'être labellisé. Pour être labellisé, il faut remplir tout un dossier de qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Et on porte beaucoup de sujets autour de la femme. La place de la femme en entreprise est prépondérante. Encore une fois, notre dirigeant a lui-même 2 filles. J'ai moi-même 2 filles dans le milieu technique. Dans un milieu tech, en plus. Dans un milieu tech. Et du coup, ce sont des sujets qui nous parlent fortement et dont on a envie de parler très ouvertement. Donc, du coup, tous ces sujets qu'on a mis, mais parce que c'est notre culture, a été mis en avant et on a été nommé comme ça par ce label et on en était très fiers parce que je ne vais pas dire qu'on n'a rien fait puisque notre dossier a mis en avant tout ça, mais en tout cas on a été très fiers de le recevoir. Même si tu n'as pas été le chercher a priori. Exactement, c'est d'autant plus satisfaisant. Ok, très clair. Parce que ça a été reconnu et voilà. Ok. J'arrive sur un sujet qui est important pour moi, c'est les perspectives et les conseils que tu pourrais donner à
à quelqu'un qui deviendrait ou qui a envie de devenir RH dans une PME? Quel conseil pratique tu pourrais donner à un DRH, une DRH qui débute dans une PME à forte croissance? Alors déjà, il faut croire au projet. Ouais. Il faut bien connaître la stratégie de l'entreprise, savoir où elle veut aller, savoir comment est-ce qu'on va la diriger, quelle est la vision, quels sont les défis quotidiens. Et ensuite, il faut avoir l'envie de porter toute cette dynamique autour des collaborateurs, qui est un sujet de tous les jours. Parce que quand on est dans une entreprise en croissance, il y a des craintes, parce que certaines personnes, parfois, peuvent avoir peur de qu'est-ce qu'ils vont devenir. Donc, il faut déjà arriver à rassurer qu'il y a de la place pour tout le monde et que tout le monde va être embarqué dans le projet. Et ça, c'est notre rôle aux côtés du dirigeant que de porter et d'avoir envie de porter tous ces sujets. Ok. Si tu devais recommencer, mettons qu'on revient en arrière, tu as fait 11 ans, voilà, si tu devais recommencer, est-ce qu'il y a une erreur que tu éviterais, une décision que tu prendrais autrement? Quelque chose où tu te dis, tiens, là-dessus, si je devais le refaire, je le referais peut-être autrement, quoi. Alors ça, pas qu'ils me viennent comme ça. Ouais. Je suis assez contente enfin, je suis même très contente de ce qu'est Men in Black aujourd'hui. Je suis très contente de voir cette évolution, d'accompagner cette évolution avec tout le comité de direction. Et cette osmose est valorisante. Je n'ai pas de... Qu'est-ce que je change? Non, mes décisions que j'ai prises en termes de DAF, DRH me conviennent pleinement. Mon intuition m'a vraiment portée et j'en suis très satisfaite aujourd'hui. Ok. Et bien, petite question un peu perspective. Tu as dit tout à l'heure que vous aviez un Labia. Et j'imagine que c'est un sujet forcément important par rapport à Men in Black demain, ce que vous proposez à vos clients, etc. Est-ce que toi, en tant que DRH, tu commences à inclure l'IA dans votre quotidien de professionnel RH au sein de votre équipe? Est-ce que c'est un sujet que vous regardez? Alors, en début d'année 2024, ça a été des sujets très prépondérants dans toutes les conférences RH. Il y a eu pas mal de reportages dessus, d'actions, de rendez-vous. Oui, bien sûr qu'on le regarde. Oui, bien sûr que c'est un outil qui va nous faciliter la vie. Et j'ai bien aimé l'approche qui m'a été présentée. En fait, on le voit comme un stagiaire qui est dans notre équipe et à qui on doit apprendre nos codes et on doit arriver à l'utiliser. Et par contre, il faut toujours faire attention au rendu que ça peut donner parce que c'est très inspirant. Je trouve que ça fluidifie certaines choses, mais l'humain derrière reste quand même une valeur ajoutée qui ne peut pas se supprimer du tout. Mais c'est un outil qui est formidable. Ok. On arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Est-ce qu'il y a un sujet dont j'ai peut-être pas parlé? Toi, tu aurais aimé en parler? On a parlé du label Bye Bye Sexisme. J'aimerais bien en parler sûr, un mais petit tu as peu, raison, que... je l'ai totalement zappé. Eh bien, avec grand plaisir, mais vas-y. Donc, ce label, donc, il est porté par une association qui s'appelle BPW, qui est une association qui a été créée en 1919 par une avocate américaine et qui portait déjà à cette époque-là le sujet de la femme dans l'entreprise, quelle était sa place. Donc, c'est un sujet qui ressort beaucoup ces dernières années, mais qui est porté déjà depuis très, très longtemps et qui est source d'inspiration. Et donc, il y a eu des évolutions, bien évidemment. Et il y a une antenne sur Marseille qui, à l'époque, était portée par Marie-Laure Guidi, qui a créé ce label autour du sexisme. Alors, pourquoi ? Eh ben parce que c'est un sujet qui est quand même pas mal porté. Et il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce mot sexisme. Et comme Men in Black porte une valeur qui est le respect, tout ce qui se cache derrière le sexisme peut être dérangeant pour certaines personnes. On est encore sur un mode de communication. Il y a des perceptions qui peuvent être différentes. Donc, on a préféré clarifier qu'est-ce que le sexisme et qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Du coup, moi, j'ai participé à l'élaboration de ce label avec toute l'équipe chez BPW.
Et j'ai eu envie de le mettre en place chez Made in Black. Ça fait maintenant 2 ans qu'on le fait. Et alors, l'année dernière, on l'a fait un peu en mode test pour aider la sortie de ce label. Et cette année, on l'a fait de manière plus structurée. Donc, on a fait appel à une personne qui est venue nous expliquer ce qu'était que le sexisme, puisqu'il y a plusieurs degrés au niveau du sexisme. Ça va du sexisme, comme on dit, bienveillant jusqu'au harcèlement. Et du coup, il faut quand même savoir faire la part des choses au milieu de tout ça. Et voilà, donc on a fait on a ouvert les esprits à chaque collaborateur qui en avait envie. Hein. C'est quelque chose qui était basé sur le volontariat. Et derrière, on a mis le questionnaire en place. Et on est assez bien placé, même très bien placé chez Made in Black. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ok. Non, mais quand il y a des réussites, il faut en être fier. Et puis, oui. C'est souvent les RH, on dit je ne vais pas trop en parler, etc. Mais si, il faut oser en parler. C'est-à-dire qu'on voudrait que ce soit très périn dans le temps et on sait que c'est un travail au quotidien, en fait. Oui, donc, c'est important. Ouais. On est toujours un peu prudent. Oui, c'est clair. J'ai réalisé un épisode spécial sur ce thème du sexisme au travail et comment lutter, bien sûr, contre le sexisme au travail, qui est sorti au mois d'octobre avec Laurence Merger. On a parlé pendant 1 heure de ce thème, hein, et qui est très riche, malheureusement, et sur lequel, effectivement, il y a beaucoup d'actions qui sont possibles à mettre en place par les entreprises, par les services ressources humaines, et qui ne sont pas forcément si compliquées que ça, si on est désireux, en tout cas, de lutter contre toute action un peu consciente ou inconsciente de sexisme. Exactement. Parce qu'il y a les deux. Il y a les deux, en fait. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter au micro? Quelque chose que tu n'as jamais encore dit. Alors, comme c'est ton premier podcast, c'est plus facile. Quand j'interviewe des gens qui en ont fait 20, c'est plus compliqué. Mais... Alors, une anecdote que je n'ai jamais dit, mais après, on ne m'a jamais posé la question non plus, parce que je ne m'en serais pas forcément cachée. Personne nous écoute. Moi, je me dis autodidacte dans la fonction RH. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ma formation de base. Et du coup, c'est par l'expérience, par les rencontres, par mon développement, par ma manière d'être, par mon appétence, que j'ai pris cette voie donc vraiment à 100% ces dernières années, que je ne regrette absolument pas. Et je ne l'ai jamais vraiment dit, je ne le mets pas forcément en avant. Mais par contre, ce que je peux dire aux personnes qui ont envie mais qui n'osent pas vraiment, c'est qu'il faut pousser les portes, il faut y aller, il faut suivre son intuition. C'est juste quand on a envie et qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de se développer, il faut oser. Et je trouve que c'est magique d'arriver à ce constat-là après plusieurs années. Et c'est quelque chose que je ne changerai absolument pas. Okay. Donc, ceux et celles qui ont envie, allez-y. Et je suis à votre disposition si vous voulez en parler plus intimement. Mais vraiment, le conseil, c'est allez-y. Ok. Du coup, pour réussir aussi tout ça, tu dois faire ta veille. Oui. Comment tu fais ta veille pro aujourd'hui ? C'est quoi tes clés, toi, pour continuer à être à jour sur ce qui se passe dans ce monde RH ? J'ai déjà Laura dans mon équipe qui fait une veille assez poussée sur tout ce qui est revue fiduciaire, Légifrance, tous ces sujets-là. On a notre cabinet d'avocats en droit social qui, 2 fois par an, nous réunit pour des points clés sur les changements possibles. Et après, c'est les rencontres. Je fais partie de la NDRH sur Marseille, antenne Marseille. Donc, ce sont les rencontres. Dernièrement, j'ai fait une rencontre sur les NAO. Donc, nous, on n'est pas encore obligé de mettre en place les NAO par rapport à notre structure, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut se préparer. Et moi, c'est quelque chose qui me faisait très peur. D'accord. Et le fait d'être allé rencontrer des gens et qui les ont mis en place et qui nous ont présenté qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça représentait, le périmètre, et le fait que ce soit dit au milieu d'une conférence, ça m'a tranquillisée sur le sujet et je me suis dit que le champ des possibles était juste très vaste. Et voilà, donc ça, c'est des veilles qui sont très importantes, les rencontres et les conférences. Et après, c'est aussi les rencontres qu'on fait avec BPW qui ont plein de sujets autour de la femme.
Et c'est la veille, elle se fait au contact d'autres personnes dans les fonctions, l'échange. Et Internet, bien évidemment, enfin, il y a beaucoup de sources. Comme tu es membre NDRH, tu vas venir à la plénière annuelle au mois de juin, où toutes les NDRH se réunissent. Alors, l'année dernière, je n'ai pas pu y aller. Cette année, c'est à Vannes, en Bretagne. Alors, j'ai pas eu l'information encore. Eh ben voilà, je te le dis, c'est fin juin en Bretagne, là où il fait très très beau aussi. D'accord. Fin juin, il fait très très beau en Bretagne. Le 6 mars, je vais à une rencontre sur Marseille, parce qu'ils avaient mis en place justement le rôle d'un dirigeant et d'un DRH. Et du coup, il va y avoir le retour un petit peu de toutes ces histoires, donc ça m'intéresse beaucoup. Mais j'avais pas encore l'information pour la plénière du mois de juin. Voilà, donc tu es bienvenue en Bretagne. Merci. Tu proposais tout à l'heure à des personnes de te contacter. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on a envie d'échanger avec toi? Alors, il est vrai que je suis pas très visible sur LinkedIn. Tu as un profil LinkedIn? J'ai un profil. J'ai bien vu qu'il n'était pas hyper utilisé. Je ne suis pas une spécialiste des réseaux. Alors, les persos, pas du tout. Le pro, je me suis dit que quand même, il fallait quand même relayer tout ce que Men in Black faisait et que c'était important d'en avoir un. Donc, par ce biais-là, je le regarde quand même un petit peu plus. Tu le regardes, on peut quand même t'écrire. Oui, oui, je réponds je m'y attelle un peu plus. Sauf les cabinets de recrutement, ça sert à rien. Voilà, elle a oui, si c'est possible. Voilà. Ok. Un grand merci, Catherine. Un grand merci pour ta dispo, pour ton enthousiasme. Moi, je trouve ça très chouette, effectivement, tout ce que tu as mis en place. Et puis, ça nécessite effectivement de le faire savoir, peut-être encore plus. Donc, j'espère t'entendre sur d'autres podcasts ou plus sur LinkedIn si tu en as envie. En tout état de cause, j'espère que toutes et tous vous avez pris plaisir à écouter Catherine, à comprendre aussi son cheminement et tout ce qu'elle a mis en place. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci à toi. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!